Monsieur le Président du groupe de l'Université centrale de Tunis, Monsieur le professeur Cheddi Ayari, gouverneur de la Banque centrale, mes chers collègues, Monsieur El Mansouri qui a participé très efficacement avec Moez Bentar à l'organisation de cette conférence, je voudrais vous remercier à la fois de votre présence, bien entendu, mais également de tous les efforts qui ont été faits pour que nous puissions tenir cette conférence. La journée d'aujourd'hui sera plutôt consacrée à l'analyse des bilans de ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années dans les régions riveraines de la Méditerranée, et la journée de demain plutôt sur des perspectives, quelles issues semblent possibles à la fois du point de vue géoéconomique et du point de vue strictement économique, de façon à ce que, notamment les jeunes dont les communications ont été acceptées, puissent multiplier l'argumentation, défendre des idées pour aller de l'avant dans les pays de la rive sud et de la rive est de la Méditerranée. Je passe la parole à M. El Mansouri, qui a été, avec Moez Bentar, la cheville ouvrière de l'organisation de ces 2 journées. Merci, professeur. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, conférencier, chers invités, mesdames et messieurs, l'Université centrale de Tunis et le Centre d'études en macroéconomie et finances internationales de Nice ont l'immense plaisir d'organiser cette 2e rencontre méditerranéenne internationale. Ce colloque, comme il a dit monsieur le PDG, est le fruit d'une étroite collaboration entre nos 2 institutions publiques-privées qui a commencé depuis 2011. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à toute l'équipe du comité de lecture pour leur professionnalisme et leur implication quotidienne dans l'évaluation des articles et le choix des meilleurs papiers pour cette manifestation scientifique. Concluant sur ces mots, je me réjouis d'avance de la discussion animée et fructueuse à laquelle vous allez participer, et je cède sans plus tarder la parole à Monsieur le Président de la première session plénière, professeur Xavier Richet. Sans tarder, je donne de tout de suite la parole au premier orateur. Je rappelle que chaque orateur dispose de 20 minutes et après ces 3 présentations, nous aurons une discussion avec la salle. Si les organisateurs de ce colloque me le permettent, moi j'aurais écrit, au lieu de l'Europe et la Méditerranée, j'aurais écrit l'espace euro-méditerranéen. C'est le circonscrit dans l'espace. Il existe comme dimension géopolitique pour ne pas avoir des références extrêmement larges. L'Europe, c'est large, la Méditerranée, c'est large, tandis que ce qui est dans l'esprit des organisateurs, c'est une espèce de revue de la crise dans cet espace stratégique de l'euro-méditerranée. On n'est pas du tout contre le fait de discuter de l'aide internationale via le FMI, loin de là. On n'est pas contre le fait de réformer l'économie tunisienne ou l'économie de ces pays-là. On est sur le contenu, le timing, le rythme et le coût social de la réforme. Là, souvent, on a eu des positions diamétralement opposées. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur les thérapies. Point barre. Nous, non pas encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes contre les réformes. Ce n'est pas parce que le FMI veut nous... Non, c'est tout simplement parce que nous considérons que le FMI n'a pas de politique adaptée aux problèmes des pays arabes en transition. Voilà. L'Europe n'a pas été au rendez-vous des demandes des pays du printemps arabe. Elle n'a pas été la Tunisie, elle n'a pas été en Égypte, elle n'a pas été ailleurs. Pour des raisons plus connues. Pourquoi ? Alors que la question qui se pose, elle a été pour la Grèce. Elle a été pour les pays qu'on appelle les pays du Club Med européen. Parce que l'enjeu politique de la Grèce est fondamental. La Grèce ne doit pas tomber, quel que soit le coût. Quel que soit le coût, on met le paquet. On est au 3e bail-out. On est en 3e. Le problème, et je l'ai dit, c'est que la Méditerranée n'a pas de poids encore géostratégique suffisant pour que demain, nous ayons, vis-à-vis de l'Europe,
un soutien massif, stratégique, géostratégique important. On n'a pas. On n'a pas. Nous sommes orphelins d'une espèce de grande nation qui peut nous soutenir dans les difficultés. Et je dis nous, je parle de la Tunisie, car ce n'est pas le cas de l'Égypte, qui a la logistique des pays du Golfe. Ce n'est pas le Yémen qui a la logistique des pays du Golfe, ce n'est pas la Libye pour cause, la Libye n'a pas besoin d'argent. Nous sommes le seul dans ce système-là des pays pour lequel nous avons besoin d'un partenaire. Nous n'avons pas trouvé de partenaire. Nous avons géré, je vais terminer mon propos, nous avons géré notre crise avec nos propres ressources, pratiquement, à la force du poignet. Ça a été dur. On a eu des aides, bien sûr, ici par là. Mais on n'a pas eu cette espèce de secours massif, important, déterminé, pour sortir la Tunisie de cette difficulté. Voilà. On a été obligé de faire face à nos difficultés quotidiennement, sans ressources. Sans ressources. Bien, merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour ce tour d'horizon. Alors, je donne sans tarder la parole au second intervenant, qui va se concentrer plus sur la Tunisie, le professeur Lawel. Vous avez 20 minutes. Si nos ambitions sont grandes, nous ne pouvons pas éviter les grandes réformes qui s'imposent. Et indépendamment du fait que l'on recourt au Fonds monétaire international ou aux bailleurs de fonds, nous devons nous convaincre nous-mêmes de la nécessité de ces réformes, du processus et du programme et de sa mise en application à travers le temps. Moi, je pense que dans l'une des pièces de Shakespeare, il est dit « La faute n'est pas dans les étoiles, la faute est dans nos cœurs ». Je crois que nous devons tous nous sentir responsables de notre avenir. Cette présentation, en fait, c'est une synthèse d'un rapport de recherche que une dizaine d'enseignants-chercheurs, tous docteurs, la plupart formés au CEMAFI, avons pendant 1 an et demi préparé pour le FEMIS, et dont j'ai rédigé le rapport de synthèse. Mais vous voyez, nous avions dans notre équipe 2 Égyptiens, nous avions plusieurs Tunisiens, 1 ou 2 Français binationaux. Et donc c'est un travail de type académique qui a été fait par ces chercheurs, dont je vais essayer de présenter les résultats les plus intéressants ici, sans trop entrer dans le détail des techniques économétriques, bien entendu, mises en œuvre. Et en particulier, je salue le professeur Latifa Lankaoui de Rabat, qui a réussi à venir et qui a rédigé une monographie sur le Maroc, qui nous a beaucoup aidé dans cette présentation. Je voulais d'abord réagir à ce qu'a dit monsieur le gouverneur de la Banque centrale sur la déception, je pense, de la Tunisie après la Révolution d'avoir été rendue orpheline d'Europe. Moi, je n'étais pas là après la Révolution, mais je peux vous rassurer qu'on n'a pas conditionné toute notre aide au fait que le FMI soit là ou pas là. Au contraire, c'est seulement une partie de notre aide qui s'appelle assistance macrofinancière qui est conditionnée par l'aide du FMI. Par contre, nos projets de coopération ont continué et ils ont doublé, les montants de coopération ont doublé après la Révolution. Et il ne s'agit pas seulement de projets classiques, routes, hôpitaux, etc., mais aussi d'aide budgétaire. Donc on a contribué de façon très substantielle au budget de la Tunisie. Juste après la Révolution, ça fait 3 ans qu'on le fait, avec les concours de la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Donc
c'était un peu un portrait très négatif. Je pense que certainement l'Union européenne a été très concentrée par sa propre crise et je pense que c'est très normal qu'on ait été très préoccupé de ce qui s'est passé en Europe, mais en même temps je pense qu'on n'a pas oublié la solidarité vers les pays de la rive sud qui ont traversé des crises politiques et économiques. C'est Amadi Firi, professeur de sciences économiques, actuellement directeur de l'École nationale d'administration. Je serai vraiment très bref. Ma préoccupation est la suivante. Quelle est la possibilité, ou si vous préférez, la faisabilité de ces réformes dans le contexte, qu'on le veut ou non, préélectoral? Parce que l'ensemble des mesures ou des problèmes, des politiques à mettre en œuvre sont impopulaires. Que faire en fin de compte? Voilà, merci. Une autre question, oui. Une dernière question par rapport au travail de M. Mohamed Lahoual. Est-ce que faut-il pas revoir la structure de notre création de richesse, c'est-à-dire la structure de notre PIB? En plus des réformes structurelles, notamment la fiscalité, mais je crois que le PIB dans sa structure actuelle, c'est-à-dire si on regarde on garde toujours 60% au niveau des services, 25-30% au niveau de l'industrie et à peu près 10 à 15% de l'agriculture, cette structure du PIB ne permet pas de créer plus de 60 à 65 000 d'emplois par an, voire un peu moins. Dans les meilleurs des cas, il a créé 65 000 emplois par an. Donc faut-il revoir cette structure pour qu'on puisse ensuite entamer d'autres réformes? Merci. Je pense que nous n'allons pas pouvoir entamer les grandes réformes avant les élections. Et même après les élections, et je vais terminer avec ceci, même après les élections, nous allons avoir besoin de grandes coalitions entre les grands partis. Il ne pourra pas y avoir des réformes sérieuses s'il n'y a pas de coalition entre les grands partis. Si vous prenez les grands pays développés, la France, l'Allemagne, les États-Unis, il y a essentiellement deux partis qui ont beaucoup de poids et qui s'alternent au pouvoir. Nous n'avons pas encore cette tradition. Nous n'avons pas encore cette tradition. Et d'ailleurs même, si vous prenez le cas de l'Allemagne, pour entamer de nouvelles réformes, il a fallu, malgré le grand pourcentage obtenu par Merkel, il a fallu faire une alliance avec le deuxième grand parti. Que dire alors de la Tunisie? S'il n'y a pas de coalition, ce qui va se passer, c'est que l'autre grand parti ou les autres grands partis dans l'opposition vont intimider continuellement le parti au pouvoir. Et étant donné que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore la tradition de grands partis sur des décennies ou même sur des siècles, le parti au pouvoir, s'il est seul, va avoir peur de grandes réformes aussi. Il va attendre jusqu'à ce qu'il assoie sa tradition et son autorité sur des décennies. Et donc, il faut absolument qu'il y ait une coalition entre les grands partis pour pouvoir entamer justement ces réformes qui vont être nécessaires. Sinon, on va continuer à traîner les problèmes qu'on a. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les grandes réformes soient entamées au cours de cette période transitoire. Ces dernières années, on a connu beaucoup de belles opérations. L'année 2013 a connu 12 introductions. C'est un nombre extrêmement élevé pour la Bourse de Tunis. À titre de comparaison, sur les 5 dernières années précédant 2013, il y a eu 12 opérations et rien que l'année 2013, on en a eu 12. Alors, deux choses expliquent ce phénomène. D'abord, il y a eu après, encore une fois, la révolution, les hommes d'affaires se sont libérés. Avant, il y avait cette inquiétude quant à la publication des informations qui concernent les sociétés. Donc, cette inquiétude est partie avec l'ancien régime. Et ensuite, un autre phénomène qui est le resserrement du crédit bancaire. Vous avez certainement entendu des problématiques vécues par les banques. Les banques sont, on dit,
je ne le dis pas, hein, comme ça on ne me tient pas rigueur, la Banque centrale dit que les banques tunisiennes sont sous-capitalisées. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus à suivre les besoins de financement des entreprises tunisiennes. Et donc ce resserrement du crédit a poussé les sociétés tunisiennes à se retourner vers le marché financier. Le marché financier a bien réagi et a accueilli cette douzaine de sociétés. Ça a permis à ces sociétés de renforcer leurs fonds propres. Et on a pu mobiliser 1,2 milliard de dinars en 2013. Cette somme-là se répartit entre marché des actions, mais aussi des obligations et des bons d'État. Parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 3 000 milliards qui sont dans le marché financier et qui financent les bons de trésor, c'est-à-dire qui financent le budget de l'État. En plus du financement de la PME, la finance islamique propose aussi des financements pour les micro-entreprises, pour les très petites entreprises, et des financements pour les grandes entreprises, ou voire même pour les projets d'infrastructure. Pour la microfinance, les produits qu'on propose sont généralement des produits qui ressemblent à la mudaraba, c'est-à-dire on avance les fonds à ces petits artisans, bien ces petits agriculteurs, et on attend le résultat, on attend par exemple la fin de l'année jusqu'à ce qu'ils dégagent des bénéfices et vont donner une partie de ces bénéfices à la banque. Il y a d'autres essais qui ont été développés dans d'autres cieux. Il y a la banque de Khartoum au Soudan avait développé un concept de microfinance qui est très intéressant. Elle prend par exemple une très grande surface de terre, elle fait venir des agriculteurs, elle donne à chacun un lot de terrain, il leur avance les semences, il y a des agronomes qui sont sur place, il leur avance tous les besoins en engrais et en tout, puis à la fin de la campagne, ils se font rembourser en nature ou bien comme il y a un marché. Tout de suite, c'est la banque qui organise, qui finance par exemple des intermédiaires qui achètent les récoltes et les banques sont payées sur place. Et là, vraiment, il n'y a aucune fuite. Et ils sont arrivés, c'est une expérience qui est très très intéressante, ils sont arrivés à sauver une très grande partie des gens de la pauvreté. La microfinance représente l'ensemble des services financiers de proximité, crédit, collecte de l'épargne, micro-assurance, on y reviendra, services de paiement, donc ouvert à une population constituée de ménages et de micro-entreprises qui n'ont pas accès au système financier formel. Revenons un petit peu à la situation du nouveau cadre juridique et les conditions d'exercice, justement un cas très concret de la microfinance en Tunisie. Donc, il va y avoir des institutions de microfinance qui vont se créer, qui vont se constituer sous forme de SA avec un capital de 3 millions de dinars. Ou, si ce ne sont pas des SA, ce sont des associations avec un capital de 200 000 dinars. 200 000 dinars, un peu moins de 100 000 euros. Dans le cadre de la loi, les institutions de microfinance ne peuvent pas recevoir de dépôt du public, ni gérer des moyens de paiement. Elles sont soumises donc aux dispositions de la loi relative à la concurrence et au prix, et au soutien de lutte contre le terrorisme, la répression du blanchissement d'argent. Les IMF, elles exercent leur activité sur la base d'un agrément qui va être accordé par le ministère des Finances sous le rapport de l'autorité de contrôle. Il y a une autorité de contrôle qui a été créée de la microfinance, c'est l'article 43. Et l'autorité de contrôle, justement, est composée d'un conseil d'administration qui a une durée de mandat de 5 ans et d'un directeur général qui est nommé sur proposition du ministre des Finances.
Il faut donc arriver à une meilleure gouvernance des institutions de microfinance, avec, comme je le disais tout à l'heure, un cadre réglementaire qui soit respecté. Et je considère aussi qu'il faut que les États soient encore plus présents en accompagnant les différents acteurs dans l'investissement de ces nouveaux moyens de communication. Sur la partie microassurance. Sur la partie microassurance, il y a 3 grands secteurs, 3 risques qu'il convient de couvrir. C'est d'abord le risque décès et invalidité. Le deuxième risque qui vient à l'esprit, c'est le risque pour tout le commerce informel, tout le marché informel, le risque de marchandises, des stocks, en cas d'incendie, en cas de vol, en cas de dégâts des eaux surtout. Le vol est plus compliqué à assurer. Et j'en sais quelque chose en tant qu'assureur, pour le marché informel. Mais, donc, il faut aussi mettre en place des produits dommages pour tout ce commerce informel. Et nous l'avons mis, nous, en place, je peux le dire, notamment avec une société sénégalaise, où, effectivement, moyennant un taux de prime de 1,50, hein, ce n'est pas du capital, du prêt, hein, nous assurons les marchandises et le matériel en incendie, dans tous les cas de figure, en dégâts des eaux, même si les marchandises sont à même le sol, alors que techniquement les assureurs, nous demandons que les marchandises soient à 10 cm du sol, et on sait que ce n'est pas toujours le cas. Nous couvrons à ce moment-là 50% du capital. Donc, et le troisième risque important pour ces populations, c'est le risque santé. La situation actuelle et le contexte des choix faits depuis la fin des années 90, fin des années 90, les choix qui ont été faits à ce moment-là, vous verrez que c'est des choix d'un très grand bouleversement. Deuxièmement, comment sortir des difficultés de court terme. Troisièmement, comment avoir une vision de moyen-long terme et quoi mettre dans cette vision de moyen-long terme pour qu'elle soit politique. Le contenu de ce travail en détail. Et enfin, le rôle de la coopération des organisations multilatérales et bilatérales. Alors ma question est la suivante. Est-ce que la vision nouvelle, c'est vous allez vous ouvrir davantage, vous allez faire les réformes institutionnelles de Doing Business, vous allez développer votre attractivité en continuant à faire le concours de beauté avec vos voisins pour attirer des investissements directs, en donnant toutes les mesures d'exonération fiscale que vous pourrez inventer. Est-ce que vous allez continuer à avoir un système centralisé? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus au cœur des problèmes et proposer une vision à la société? Moi, ce qui me frappe, c'est quand on donne de l'argent aujourd'hui, on la donne à des institutions sans changer le fonctionnement des institutions. Moi, je vais être chargé là, par la Banque mondiale de réfléchir à l'économie de la connaissance en Tunisie. Je l'avais fait en 92, on va revoir tout le système éducatif, etc. Mais vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur la formation professionnelle tunisienne, système éducatif tunisien, etc. Si vous ne changez pas le fonctionnement organique, vous n'aurez aucun résultat. Idem en France, d'ailleurs. Moi, j'ai eu l'occasion de m'occuper de ça en France. Vous mettez 1 euro de plus dans le système éducatif français, vous avez un demi-euro de baisse de productivité. Notre séminaire vient à un moment, je dirais, historique. Il pose des vrais problèmes que le nouveau gouvernement qui a été installé dernièrement, gouvernement des techniciens, provisoire. Le quatrième et dernier défi, je termine avec ça, c'est le défi de savoir. Le monde moderne appartient à ceux qui ont investi dans l'éducation et dans l'accumulation de la connaissance. Et les vraies richesses, ce ne sont pas les produits que vous produisez ou les services que vous vendez, c'est ce que vous savez dans votre cerveau. C'est la richesse intellectuelle. Et pour voir l'analyse économique, je vais diviser l'économie en 4 secteurs, secteur réel, externe, monétaire et fiscal. Je vais me baser sur les données de la Banque mondiale, du FMI et aussi de la Banque centrale d'Égypte.
Et ensuite, nous allons voir quelle a été l'évolution de la situation politique et quelles sont les perspectives pour l'avenir. Quel rôle pour les institutions internationales et régionales? La Tunisie, lors des dernières années, tigre de la Méditerranée ou potentiellement tigre de la Méditerranée, un potentiel économique inexploité certainement. Malgré tout, et on le verra, une performance économique insuffisante, peut-être même qu'elle est à la racine ou une des causes de la révolution. Quels sont les symptômes, les causes, les réponses sur le long terme? Et maintenant, la Tunisie est à la croisée des chemins, donc une vraie opportunité pour un nouveau modèle économique. Je crois que vous en avez parlé ce matin ou hier, ou un nouveau schéma de croissance. J'aime pas tellement le mot de modèle économique, mais je crois que c'est quelque chose dont on parle beaucoup ici. Et il existe, c'est très important, une plateforme de dialogue national. À notre sens, elle ne s'est peut-être pas assez penchée sur des questions économiques. C'est normal, la priorité était et est encore sans doute aux politiques, mais les questions économiques sont très importantes et il est, à notre avis, important de commencer, surtout à la veille d'un nouveau cycle politique, de commencer à parler de questions économiques. Je vais tout d'abord décrire un peu la perspective ou la performance historique de l'Afrique du Nord. Ensuite, je parlerai des événements du printemps arabe que la région a connus durant l'année 2011. En particulier, je vais parler de l'impact économique du printemps arabe sur la région, de la transition politique que connaît la région et de la réponse de la BAD pour soutenir les pays de l'Afrique du Nord. Ensuite, je parlerai des principaux défis et des perspectives des pays de l'Afrique du Nord. La transition politique dans les pays de l'Afrique du Nord a été assez pénible, ça a suivi des scénarios assez différents, mais que des progrès ont été observés dans certains pays. Je pense que le cas de la Tunisie la semaine dernière avec la signature de la nouvelle constitution était un point très positif qui a redonné l'espoir aux autres pays. Donc, dans ce contexte difficile, la Banque africaine de développement a doublé ses efforts pour soutenir les pays de la région. Donc, dans le cas de la Tunisie, sur la période... Là, en fait, je ne parle que des interventions qui ont eu lieu sur la période 2011-2012, pour soutenir un peu les pays suite aux événements du printemps arabe. Sachant que, par exemple, les pays de l'Afrique du Nord sont en fait, la Tunisie, c'est le deuxième client bénéficiaire de la BAD, avec un portefeuille de plus de 1,5 milliard de dollars. Je voudrais tout d'abord dire que l'école centrale doit être vraiment fier de cette manifestation. Je vous félicite pour l'organisation de la manifestation, pour le choix du thème général et des sous-thèmes qui traitent véritablement de problèmes et de défis auxquels fait face la Tunisie actuellement et les autres pays du sud de la Méditerranée. Je dois dire que c'est la deuxième fois que j'assiste. Il y a 2 ans, il y avait cette manifestation, mais c'était un peu trop tôt après la Révolution. Et cette fois-ci, j'ai remarqué qu'il y a plus de maturité, aussi bien parmi les intervenants que parmi l'auditoire. Je crois que, comme les Tunisiens l'ont dit tout à fait au début de la Révolution, et comme les Égyptiens l'ont répété de manière plus concise et à leur manière, il n'y a plus de peur à partir de ce moment-là. Et j'ai vu que les intervenants et tous les participants sont disposés à être critiques, mais aussi il y a une certaine évolution. C'est que cette conférence a nourri les espoirs aussi. Et dans les interventions, on a vu des suggestions, des propositions qui sont constructives, qui se tournent vers l'avenir et font des propositions concernant les réformes à entreprendre. Alors, il y a eu un équilibre. Je pense que c'est tout à fait sain qu'on continue à faire la critique, mais en même temps aussi,
on entrevoit au moins une nouvelle attitude qui est tournée vers la résolution des problèmes dans l'avenir. Des discussions comme celle-ci, même si elles ont une contribution modeste à la prise de décision, à la rationalisation de la prise de décision dans l'avenir, je crois qu'une telle entreprise est réussie. Voilà ce que j'ai à dire. Merci.